J'aurais bien aimé commencer par dire, comme c'est mon habitude, bonjour et bienvenue à tous. Sauf qu'aujourd'hui, jeudi 19 novembre 2020, je m'adresse à un amphithéâtre Marguerite de Navarre totalement vide, du fait des restrictions liées à la crise sanitaire que nous traversons, vide, hormis notre régisseur et notre caméraman que je salue et remercie d'être tous les deux fidèles au poste, et hormis la présence d'Andignon, qui est assis au premier rang et qui a bien voulu m'accompagner pour me tenir lieu d'auditoire. Alors, je pense que nous pouvons tous être reconnaissants à l'administration du Collège de France et à toute l'équipe de la régie pour avoir assuré la continuité des activités et des services de notre institution pendant tous ces mois si difficiles. Alors, quand j'ai donné mon dernier cours ici même, il y a de cela quelque temps déjà, je me faisais une joie à l'idée d'en commencer un nouveau et de vous retrouver, mais j'étais évidemment à des années-lumière de m'imaginer devoir le faire dans des conditions aussi surréalistes, pour ne pas dire dystopiques. C'est une situation totalement inédite pour moi de devoir parler dans le désert et comme pour ne rien arranger, je n'aime pas beaucoup m'écouter parler. J'espère que vous voudrez bien m'excuser si j'ai l'air un peu perdu et hagard. Mais la mission du Collège de France étant une mission de service public, elle se doit de continuer coûte que coûte et vaille que vaille. Nous ne pouvons donc que souhaiter que les cours assurés de façon aussi contre nature et dans une période aussi sombre seront de quelque utilité aux internautes et aux auditeurs qui seront au rendez-vous. Et on pourra dire que jamais la mise en ligne des enseignements n'aura pris autant de sens. Donc l'année 2020, qui est en train de s'achever, sera de toute évidence à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de notre humanité, qui aura été, pour la première fois de son histoire, affectée à une telle échelle, à la fois spatiale et temporelle, par une pandémie aussi destructrice sur tous les plans, humains évidemment d'abord, mais aussi psychologique, éducatif, culturel, économique, et j'en passe. Or, comme chacun sait, mais semble l'avoir déjà quelque peu oublié, cette pandémie se trouve avoir eu pour point de départ une mégapole au centre de la Chine, autant dire le milieu du pays du milieu, au moment même où cette Chine était occupée à se réapproprier haut et fort son statut d'empire du milieu. Revenons un instant, si vous le voulez bien, un an en arrière. Revenons donc en novembre 2019, époque qui nous paraît maintenant idyllique et qui nous paraît appartenir au monde d'avant, où nous étions encore dans l'ignorance bienheureuse de ce qui allait nous tomber dessus. Mais nous savons maintenant que dès la fin de novembre 2019, des cas de contamination par un virus encore inconnu étaient signalés à Wuhan. Cette mégapole industrielle de 11 millions d'habitants au centre de la Chine
sur le fleuve Yangtze, que les Français, pour une raison qui m'échappe, appellent le fleuve bleu. Cette mégapole où sont implantées, entre autres, des usines étrangères, notamment françaises, comme Peugeot et Renault. Donc, dès le mois de décembre, des médecins de Wuhan, parmi lesquels le docteur Li Wenliang, décédé de début février 2020, à l'âge de 34 ans, après avoir contracté le virus aujourd'hui connu sous le nom de Covid-19. Donc, ces médecins ont tenté de donner très tôt l'alerte, mais ont été immédiatement sanctionnés par les autorités pour, je cite, « diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à l'harmonie sociale », et ces médecins ont donc été immédiatement réduits au silence. Mais en janvier 2020, en janvier de cette année donc, la nouvelle commence à se répandre que Wuhan connaît une épidémie sans précédent qui se propage à toute vitesse et cause un nombre alarmant de décès. Les Chinois s'apprêtent alors à fêter leur nouvel an, le 25 janvier, avec d'autant plus de faste que c'est le début de l'année du rat qui inaugure un nouveau cycle de 12 ans. Alors, il faut savoir que le nouvel an lunaire, qui est la plus grande fête du calendrier chinois et qui donne lieu donc à 2 semaines de congé, est l'occasion pour des millions de Chinois, dont un bon nombre de travailleurs migrants, de prendre d'assaut les transports publics pour retourner dans leur localité d'origine, très souvent à l'autre bout du pays. Donc, ils se déplacent pour retrouver leur famille, pour de grandes réunions et des repas festifs, très souvent autour des classiques et fameux raviolis chinois. À cela s'ajoute un phénomène récent, propre aux Chinois quelque peu enrichis, autrement dit un peu des parvenus, qui en profitent pour partir faire du tourisme à l'étranger, dans des zones proches comme l'Asie du Sud-Est, ou plus lointaines comme l'Europe. Or, au moment où les autorités se décident enfin à déclarer l'état d'urgence et à imposer la quarantaine à Wuhan le 23 janvier, donc cette quarantaine s'impose en réalité à 50 millions de personnes, c'est-à-dire à Wuhan et tous ses environs. Donc on mesure bien sûr l'aspect spectaculaire d'une telle mesure et le caractère aussi sans précédent d'une telle mesure, puisque 50 millions de personnes, ça équivaut quasiment à la population française. Donc, à ce moment-là, 5 millions de personnes ont déjà quitté Wuhan et sont parties dans toute la Chine ou se sont égaillées un peu partout dans le monde. Alors, pendant ce temps, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle en anglais WHO, WHO, World Health Organization, l'OMS assure que la crise est sous le contrôle très efficace des autorités chinoises et il lui aura fallu, on va dire, un certain temps pour finir par déclarer le 11 mars l'état de pandémie mondiale. Alors, vous avez un témoignage de l'intérieur sous la forme d'un journal tenu au quotidien par une écrivaine de Wuhan qui s'appelle Fang Fang et qui a été publié tout récemment en traduction française aux éditions Stock.
vous l'avez ici, vous avez la couverture donc, sur la diapositive avec le titre donné en français Wuhan, ville close, journal, avec une bande qui nous signale pour que nos descendants sachent ce qu'il s'est passé à Wuhan. Alors, je pense que ce serait une bonne chose de lire quelques paragraphes de la préface de l'auteur, Fang Fang, parce qu'elle raconte exactement quelles sont les circonstances justement de la rédaction de ce journal. Elle dit ceci: quand je me suis connectée à mon compte Weibo, alors Weibo ça veut dire littéralement microblog, c'est un réseau social comparable à Twitter avec des publications limitées à 2000 caractères chinois pour pouvoir être lues de tous. Donc, quand je me suis connectée à mon compte Weibo pour écrire le premier texte de ce qui allait devenir ce journal, je n'avais absolument pas imaginé que je serais amenée à en écrire 59 autres par la suite. Je ne m'attendais pas non plus à ce que des dizaines de millions de lecteurs attendent chaque soir mon nouveau texte avec impatience, veillant souvent jusqu'à minuit pour le lire dès sa publication. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne pouvaient trouver le sommeil, l'esprit tranquille, qu'après avoir lu mon billet du jour. J'avais encore moins imaginé que ces notes deviendraient un livre et que dans des délais si courts, ce livre pourrait paraître à l'étranger. Belle coïncidence, le jour où j'ai écrit le 60e texte de mon journal, le gouvernement a annoncé la date du déconfinement de Wuhan. Wuhan a été placé en quarantaine 76 jours au total. Le 8 avril, jour du déconfinement, nouvelle coïncidence, la version anglaise de Wuhan Ville Close était mise en prévente sur Internet. Tout cela s'est passé comme dans un rêve, comme si dans l'ombre, la main de Dieu œuvrait en silence. Le 20 janvier, l'épidémiologiste chinois Zhong Nanshan a révélé au grand jour que le nouveau coronavirus de Wuhan était transmissible d'humain à humain et que 14 soignants avaient été contaminés. J'ai d'abord été stupéfiée, puis la colère m'a envahie. Ces informations étaient aux antipodes de ce qu'on nous avait dit et montré jusqu'alors. Les médias officiels n'avaient cessé de nous répéter que ce virus n'était pas transmissible d'humain à humain, que nous étions donc prémunis contre tout risque de contamination et que la situation était sous contrôle. Mais le bruit courait déjà qu'il s'agissait en fait d'un retour du SRAS. Donc ici, Fang Fang nous rappelle que cette épidémie de Covid-19 n'est pas la première à partir de Chine, puisqu'il y a quelques années déjà, il y avait eu cette épidémie du SRAS qui a fait des dégâts relativement plus limités. Le journal de Fang Fang n'a absolument rien de réquisitoire, comme vous pourrez vous en rendre compte par vous-même si vous le lisez, et ce que je vous recommande fortement. Il constitue simplement le récit au jour le jour de la manière dont ce confinement brutal, massif et prolongé a été vécu et ressenti de l'intérieur par les habitants de Wuhan. Et il témoigne également des souffrances que ce confinement a engendrées, en particulier le fait de voir des êtres chers tomber malades et, dans pas mal de cas, mourir sans pouvoir les secourir ni les accompagner. Mais la publication de ce texte, notamment à l'étranger, a provoqué des réactions extrêmement virulentes de la part d'internautes chinois
qui ont inondé Fangfang d'emails haineux en l'accusant de trahir la patrie. Comme quoi, en Chine, on n'a même pas le droit de dire tout simplement ce qui est. J'ai eu pour ma part l'occasion, au cours des 2 mois où nous avons été à notre tour confinés en France, à partir de la mi-mars, de signaler l'ironie suprême de la situation dans laquelle je me trouvais personnellement, à savoir bloqué et confiné chez moi par ce que le président américain Donald Trump affectait alors d'appeler le virus chinois, alors même que je m'apprêtais à me rendre en Chine pour porter la contradiction dans un colloque consacré au thème de la Chine comme empire monde. Alors, vous imaginez un peu que cette situation d'ironie extrême, de crise et de tension entre une Chine qui se veut ultramoderne, lancée à pleine vitesse dans la mondialisation, d'une part, et puis de l'autre, cette même Chine brusquement devenue l'épicentre d'une épidémie, d'une sorte de peste noire d'un nouveau genre, transformée en l'espace de quelques semaines en une pandémie à l'échelle mondiale. Vous imaginez un peu que cette situation de crise a fait surgir un questionnement qui est venu, par coïncidence, se combiner avec la thématique choisie pour le colloque de rentrée du Collège de France de cette année, qui a pu se tenir in extremis en présence dans cet amphithéâtre navarre, aussi rempli qu'il pouvait l'être il y a moins d'un mois, les 22 et 23 octobre dernier, quelques jours avant l'annonce du reconfinement. Et ce colloque se trouvait être consacré aux civilisations au pluriel. Alors ce colloque, vous en trouverez l'enregistrement sur le site web du collège, avait choisi pour thème les civilisations car il devait inaugurer le site du collège rénové de Cardinal Lemoine, rebaptisé Institut des civilisations. Alors, inauguration qui n'a malheureusement pas pu se faire du fait de la situation sanitaire et du retard pris par les travaux. Toujours est-il que cette coïncidence m'a incité à soulever la question qui a fait l'objet de ma communication à ce colloque de rentrée et qui fait maintenant l'objet de mon cours de cette année si particulière, à savoir la Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation? Alors, la formulation peut, je l'admets, peut paraître un brin provocatrice, mais nous allons cette année nous employer à déplier la question, ce qui nous amènera, je l'espère en tout cas, à l'évidence que cette question n'est pas aussi choquante qu'il y paraît. En outre, j'aimerais commencer par faire la remarque qu'une question de cette nature a déjà été posée à propos de ce qui est pourtant habituellement considéré comme une autre grande civilisation, à savoir l'Inde. Pour moi, c'est toujours intéressant de me tourner vers l'Inde parce que ça offre un contrepoint en général intéressant à ce qui se passe en Chine. Sur la diapositive, vous avez la couverture d'un ouvrage dû à un savant britannique, Sir John Woodroffe, qui est paru en 1919 à Madras, donc en Inde, et qui s'intitule « Is India Civilized ?», sous-titre « Essays on Indian Culture ». Donc, est-ce que l'Inde,
L'Inde est-elle civilisée? Sous-titre Essai sur la culture indienne. Alors, dans cet ouvrage, Sir John Woodroffe, qui était un spécialiste de philosophie tantrique, soulevait cette question de manière rhétorique pour répondre aux accusations d'un de ses compatriotes, William Archer, qui, un an auparavant, avait publié un pamphlet intitulé India and the Future, l'Inde et l'avenir, le futur, où M. Archer appuyait très très fort justement sur tout ce qui lui paraissait arriéré dans l'Inde de son époque, et qui en concluait que l'Inde avait très peu de chances finalement d'avoir premièrement une civilisation et deuxièmement d'avoir un avenir. Donc là, nous avons dans cet ouvrage de Sir John Woodroffe donc une réponse pied à pied donc à ces accusations d'arriération dans laquelle se trouvait l'Inde au lendemain donc du deuxième conflit mondial. L'Inde qui était alors, il faut encore le rappeler, sous le joug de la colonisation britannique, justement. Alors, cet échange entre ces deux Britanniques a connu une suite dans les écrits du gourou indien Sri Aurobindo, dans un ouvrage intitulé The Foundations of Indian Culture, donc les fondations de la culture indienne, daté de 1953, où Aurobindo défend évidemment donc la culture spirituelle indienne. Alors, de manière intéressante, un demi-siècle après Woodroffe, alors que l'Inde a conquis son indépendance, l'écrivain né en 1932 à Trinidad, d'origine indienne, V.S. Naipaul, qui, comme vous le savez, je l'espère, a obtenu le prix Nobel de littérature en 2001. Donc V.S. Naipaul n'a pas hésité à intituler un de ses livres sur le lieu d'origine de ses ancêtres, India, a Wounded Civilization, donc l'Inde, une civilisation blessée ou meurtrie, dont la première édition est parue à New York en 1977. Donc là, dans cet ouvrage, Naipaul, bien sûr, qui n'est pas né, il n'a pas grandi en Inde, mais qui a néanmoins justement un regard, comment dire, d'empathie pour l'Inde, pose un diagnostic tout de même assez sombre justement sur ce statut civilisationnel de l'Inde. Donc là, vous voyez que cette question de savoir si l'Inde est une civilisation donc a été posée très tôt, mais l'Inde elle-même a fait mieux puisqu'elle a poussé le sens de l'auto-questionnement et de l'autodérision même jusqu'à se poser la question à elle-même. Et je me réfère ici au recueil d'articles de notre collègue du Collège de France, Sanjay Subramaniam, publié en anglais sous le titre Is Indian Civilization a Myth? Fictions and Histories. Donc la civilisation indienne est-elle un mythe, fiction et histoire, donc qui est paru en Inde à Raniket aux éditions Permanent Black en 2013. Alors sur la diapositive, pour ceux qui peuvent la voir, vous remarquerez la présentation assez facétieuse du titre avec Indian Civilization en grosses lettres et en petites lettres comme ajouté à la main de part et d'autre le mot is
en haut et a myth en bas. Donc, je me suis un petit peu amusée à rechercher, faire une recherche à tout hasard sur Internet en entrant donc les mots civilisation indienne ou Indian civilization, et j'ai eu la surprise de tomber sur un certain nombre d'articles, de billets d'humeur, de blogs, qui tous remettent en question justement cette notion de civilisation indienne. Par exemple, dans un article paru dans le journal indien The Hindu, vous avez cet article donc intitulé Puncturing Myths About India, c'est-à-dire dégonfler les mythes sur l'Inde. Dans India Today, vous avez carrément la question Is India civilized, qui reprend justement la question de ce John Woodruff, mais en la prenant au sérieux. Dans The New Indian Express, vous avez Defining Indian Civilization, où la première phrase, c'est un article qui essaye de définir ce que c'est que la civilisation indienne, et dans la première phrase qui dit ceci: In the world of South Asian studies, highly inflected with ideology and long-term political strategies, the word civilization is rather out of date. Donc, dans le monde des études d'Asie du Sud, c'est-à-dire le monde indien essentiellement, qui sont éminemment sous l'influence de l'idéologie et des stratégies politiques à long terme, le mot civilisation est plutôt daté. Et même, en fait, il est complètement hors d'usage. Je continue dans, par exemple, The Times of India, qui est un très grand journal indien. Vous avez aussi ce titre « How civilized are we ?», c'est-à-dire dans quelle mesure sommes-nous civilisés. De nouveau dans le journal The Hindu, « When will my country become civilized ?» Quand est-ce que mon pays va enfin devenir civilisé, et ainsi de suite. Donc, vous avez dans tous ces exemples ces intellectuels indiens qui n'hésitent pas à remettre en question, voire à ironiser sur le statut de civilisation de l'Inde. Et là, vous avez sur la diapositive la couverture d'un livre qui s'intitule, de manière là encore plus que provocante, « Thank God I'm not civilized ». Ça veut dire donc « Dieu merci, je ne suis pas civilisé ». Alors, le contraste, évidemment, est assez frappant avec le caractère pompeux et prétentieux de ce livre, dont vous avez la couverture à l'image, qui, je résume le titre, qui s'intitule donc China Condensed, donc la Chine condensée en 5000 years of history and culture, 5000 ans d'histoire et de culture de la Chine, avec en couverture donc le buste de Mao dans sa posture de grand timonier, le bras levé vers l'avenir. Donc tout un programme résumé sur cette couverture. Alors le parallèle avec l'Inde est éclairant en ce que les deux géants de l'Asie, comme on aime appeler l'Inde et la Chine, sont considérés comme, de manière routinière, comme des civilisations plurimillénaires, autant que comme des États modernes, qui se comparent avantageusement aux civilisations beaucoup plus récentes que sont l'Europe et, a fortiori, l'Amérique du Nord. Alors, je rappelle que j'ai consacré une bonne partie de mes cours ces dernières années à l'interface civilisationnelle entre l'Inde et la Chine,
exercice, à mon sens, indispensable pour décentrer la Chine. Je pense que ceux qui ont suivi mes cours jusqu'ici ont compris que cet effort de décentrer la Chine est non seulement évidemment un de mes dadas, mais pourquoi c'est un de mes dadas? C'est parce que ça me paraît important justement pour l'avenir de la Chine si elle en a un. Alors, cet effort a abouti à la publication en ligne pendant le premier confinement en avril dernier d'un volume collectif issu d'un colloque qui s'est tenu au Collège de France il y a quelques années. Et le volume s'intitule India-China, Intersecting Universalities. Donc, Inde-Chine, universalité croisée. Et ce volume, dont vous avez la couverture à l'image, est le premier d'une nouvelle collection des éditions électroniques du Collège de France. Et cette collection s'intitule Myriades d'Asie, tout ça au pluriel. Et ce volume est donc, comme toutes ces éditions électroniques du Collège de France, consultable et téléchargeable librement et gratuitement donc, sur le site du Collège. Alors, je résume un petit peu le propos de ce volume, qui évidemment peut paraître un petit peu paradoxal, émanant d'une chaire d'histoire intellectuelle de la Chine. On va me demander, mais pourquoi justement cet intérêt pour l'Inde? C'est précisément pour commencer effectivement à amener la Chine à cesser de se considérer comme une entité autosuffisante et renfermée sur elle-même, et de la replacer dans un contexte régional où on s'aperçoit très rapidement qu'elle est en relation constante avec ses voisins, dont les plus influents sont bien sûr le Japon d'un côté, l'Inde de l'autre, et au sud l'Asie du Sud-Est. Alors, ce qui rend cette relation entre l'Inde et la Chine, entre ces universalités croisées, si intéressante, c'est que on peut en réalité difficilement imaginer deux mondes civilisationnels aussi radicalement différents l'un de l'autre, et qui ont pourtant réussi à entrer en contact et interagir pendant de nombreux siècles de manière productive. Alors, ce n'est plus malheureusement le cas à l'heure actuelle, notamment depuis la guerre entre l'Inde et la Chine de 1962. Donc, depuis, les relations sont extrêmement tendues. Mais si vous regardez, comme le fait ce volume, dans la longue durée, ce qu'ont été ces échanges, vous vous apercevez que nous avons des choses extrêmement riches et intéressantes. Alors, je passe en revue très rapidement ce que vous pouvez trouver dans ce volume, qui évidemment ne prétend pas du tout être exhaustif. Vous avez un intéressant article sur la perception chinoise du jaïnisme. Vous avez également un article sur les débuts, les origines de l'indologie chinoise, parce qu'un tel objet scientifique existe. Et vous avez évidemment un certain nombre d'articles sur l'interface créée par le bouddhisme, l'introduction du bouddhisme en territoire chinois à partir de l'Inde dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, au point que, juste quelques siècles plus tard, les Chinois en sont venus
à considérer comme pays du milieu non pas la Chine, mais l'Inde. C'est ce que je montre dans l'article que j'ai produit dans ce volume. Et si nous nous rapprochons de l'époque moderne, nous avons donc plus tardivement donc, encore des mouvements par exemple, de renonçants indiens, qu'on appelle les Gosains, qui font toujours le voyage vers la Chine pour différents motifs, mais c'est ce que montre cet article sur des périodes plus tardives. Et vous avez également un article sur ce qui se passe au XIXe siècle, c'est-à-dire le commerce très actif mené notamment par les marchands parsis de Mumbai, Bombay pour les Anglais, de Mumbai vers Canton et retour. Donc un mouvement commercial perpétuel. Et puis vous avez également deux articles vraiment intéressants qui se croisent en quelque sorte, puisque l'un porte sur les voyages du très grand penseur et réformiste confucéen du XIXe siècle, Krang Yo-wei, de ses voyages vers l'Inde. Et à l'inverse, vous avez un autre article qui porte sur les voyages du poète bengali et lui aussi prix Nobel de littérature indien, Rabindranath Tagore, qui a voyagé plusieurs fois en Chine au début du XXe siècle. Alors, j'en reviens donc à ma question de départ. Est-ce que finalement la Chine actuelle est seulement capable, à l'instar de l'Inde, de remettre en question son statut de civilisation? Et en poussant le questionnement un peu plus loin, on pourrait se demander si, au fond, ce ne serait pas le propre d'une civilisation de se remettre précisément en question, auquel cas il me semble important de mettre la Chine au défi d'opérer cette remise en question. Alors, pour en revenir à l'intitulé du cours, et pourquoi il peut paraître provoquant, bien sûr, il semble aller de soi que la Chine fait partie intégrante de la civilisation, d'autant plus qu'elle se projette elle-même comme une civilisation, et non seulement ça, comme une grande civilisation, voire comme l'une des rares dans l'histoire de l'humanité qui est, je cite, perdurée de manière continue pendant 5000 ans. C'est du moins la Vulgate que l'on trouve véhiculée un peu partout, qui se trouve répétée urbi et orbi par les instituts Confucius, qui se comptent par centaines maintenant dans le monde entier, qui sont censés répandre le soft power chinois dans le monde. Alors, certains propagateurs occidentaux de cette Vulgate poussent même le zèle jusqu'à écrire, et je cite ici le livre de M. Philippe Vallode, Les Maîtres de la Cité interdite, paru en 2007, où M. Vallode dit ceci en introduction: la Chine a plus de 7000 ans. Donc M. Vallode semble faire du zèle. La Chine se contenterait de 5000 ans, mais lui pousse jusqu'à 7000 ans. Si on la fait naître à la période néolithique, 5000 si l'on parle de civilisation, à partir de la première dynastie antérieure aux Shang, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. La plus ancienne trace de civilisation trouvée en Chine date de l'an 2200 avant Jésus-Christ. Alors là, je ne sais pas où M. Vallode a trouvé cette date, parce que nous verrons que même les chercheurs chinois ne la poussent pas aussi loin. Au cours du troisième millénaire, je continue la situation, au cours du troisième millénaire,
la Chine franchit donc une étape décisive. À l'époque où les principautés égyptiennes commencent à s'unir autour de rois mythiques comme Narmer pour dompter les caprices du Nil, et tandis que sont érigés les ziggourats en Mésopotamie, les progrès de la métallurgie projettent la Chine du fleuve jaune dans l'âge des découvertes technologiques. Alors, ce qui est intéressant dans cette Vulgate, c'est qu'elle se montre bien consciente de l'enjeu qui est au cœur de cette surenchère de millénaires. Il s'agit en effet bien de tirer au maximum sur la corde pour faire remonter la civilisation chinoise aussi haut dans l'Antiquité que les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. Mais ce que cette Vulgate ignore ou peut-être omet de signaler, c'est que une équipe de chercheurs chinois a été spécialement commissionnée par l'État chinois dès les années 1990 avec un énorme budget abondé par l'État pour parvenir à ce résultat. Alors, je ne suis pas moi-même archéologue, mais je sais par mes collègues et amis archéologues que, évidemment, si l'État français décidait de financer très richement donc, des travaux d'archéologie, il serait véritablement aux anges. Alors, venons-en maintenant justement à cette question de datation. Alors, si on prend l'histoire au sens propre, la période historique commence en principe avec donc les premiers vestiges écrits, des premières traces d'enregistrements écrits ou de documents écrits. Et dans le cas de la Chine, les premiers documents écrits déchiffrables datent au mieux donc de la dynastie Shang, c'est-à-dire environ il y a 3000 ou 3500 ans. Donc pas 5000, on est quand même assez loin du compte. Alors, ces documents écrits se présentent sous la forme de ce qu'on a appelé en chinois les jiaguwen, c'est-à-dire donc l'écriture sur les carapaces de tortues et sur les os d'ovidés ou de bovidés, qui sont des inscriptions oraculaires. Et donc, il semblerait que cette forme d'écriture que vous voyez à l'image sur un fragment d'os soit donc l'ancêtre de l'écriture chinoise moderne. Ça, c'est un fait qui n'est plus tellement controversé. Mais en revanche, nous sommes encore assez loin du compte des 5000 ans d'histoire continue. Il nous manque encore 2000 ans, si j'ose dire. Alors, jusqu'à ce moment, la datation historique se fondait sur les annales historiques de l'historien d'époque Han, Sima Qian, dont nous avons eu l'occasion de parler maintes fois dans ce cours, qui a vécu aux environs de 145 à 89 avant l'ère chrétienne, et qui est donc l'auteur de ces annales historiques qui font commencer la chronologie historique chinoise à 841 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes vers la fin de la dynastie des Zhou occidentaux. Et on peut dire que depuis Sima Qian, c'est-à-dire depuis environ 2000 ans, les savants ont bien essayé
par tous les moyens de faire remonter la datation plus haut, hein, mais sans jamais arriver à tomber d'accord. Alors, en 1996, comme je l'annonçais tout à l'heure, donc le gouvernement chinois a décidé de lancer un vaste projet pour déterminer une chronologie fiable des 3 premières dynasties de l'Antiquité chinoise. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le projet de chronologie des 3 dynasties, à savoir donc les Xia, Shang et Zhou, dont vous avez le rappel à l'image. Alors, la genèse de ce projet, en fait, est associée à un certain monsieur Song, Song Jian, donc, qui était en fait chargé de superviser la politique de recherche scientifique en Chine dans les années 90. Et après un voyage en Égypte, où il a vu que justement les Égyptiens avaient justement réussi à reconstituer une chronologie jusqu'à la 3e dynastie, c'est-à-dire jusqu'à 2750 avant Jésus-Christ. Donc c'est après cette visite en Égypte que Monsieur Song s'est dit, nous, Chinois, on devrait arriver au même résultat. Et donc, dès son retour en Chine, il a commencé à remuer donc, tout son réseau au sein du gouvernement chinois et a réussi à persuader donc, les membres de ce gouvernement à inclure donc, ce projet de financement de la chronologie des 3 dynasties antiques, de l'inclure dans le 9e plan quinquennal. Donc voilà pourquoi donc, en Chine, tout est tellement efficace et va si vite. Donc un comité spécial dirigé par l'historien en chef Li Xueqin, donc, qui était à l'époque le directeur de l'Institut d'histoire de l'Académie sociale des sciences de Chine, a été formé et a recruté donc un groupe pluridisciplinaire de 200 savants dans diverses disciplines, donc en histoire, en astronomie, en archéologie, des spécialistes de datation au carbone 14, pour collaborer et arriver donc à faire remonter donc le début de la chronologie à l'année 2070 avant Jésus-Christ. C'est le résultat auquel on est arrivé au bout de presque 5 ans de travail intense. Et c'est le résultat qui a été annoncé dans un rapport daté de novembre 2000. Alors vous avez sur la diapositive donc justement cette chronologie des 3 grandes dynasties de l'Antiquité, de la Haute Antiquité, telle qu'elle a été reconstituée par ce projet. Donc la dynastie Xia, qui était considérée jusqu'alors comme une dynastie plus ou moins mythique, daterait de 2070 à 1600 avant l'ère chrétienne. Ensuite, vous avez la dynastie Shang entre 1600 et la conquête par la dynastie Zhou en 1046. Et ensuite, à partir de 1046 jusqu'au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, donc la dynastie Zhou. Alors, plus récemment, en 2001, le gouvernement chinois a lancé une suite à ce projet donc, de chronologie des 3 dynasties, qu'il a intitulé donc, le projet d'exploration des origines de la civilisation chinoise, qui utilise lui aussi
un certain nombre de méthodes scientifiques pour tenter justement de faire remonter encore un tout petit peu plus loin donc cette fameuse origine de la civilisation chinoise. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc notre compteur, pour l'instant, est à 2070. J'ai l'impression d'être au Téléthon ici. Et donc nous verrons la prochaine fois jusqu'où nous pouvons encore aller trop loin. Merci de votre attention et à la semaine prochaine si le Bouddha nous prête vie et si surtout le Covid-19 nous laisse en vie. Merci.